monsieur Randy, vous allez bien? Très très bien, merci. Et vous? Très bien, merci beaucoup. Merci de m'accorder de votre temps. Alors, les questions seront principalement portées sur votre carrière d'entraîneur. Mais d'abord, j'aimerais vous demander si vous avez joué au basket avant de devenir coach et si oui, à quel niveau? Alors oui, j'ai joué au basket en Normandie, puisque je suis normand. J'ai joué au basket dans ma ville de Dieppe, natale, et après je suis allé sur Rouen, au Espoir Rouen, qui joue maintenant en Pro B. J'ai joué à l'époque, ça s'appelait la Nationale 2. Voilà, quand j'étais cadet, je jouais déjà en senior en Nationale 2, mais à l'âge de 16 ans, j'étais déjà entraîneur en tant qu'assistant du pôle espoir masculin. Et après, D'accord. j'ai décidé d'arrêter de jouer, en fait, et je me suis mis à être entraîneur à plein temps. Très bien. Ça vous est venu tôt, du coup, de vouloir devenir coach? Oui, en fait, j'ai fait le pôle espoir, Mhm. et l'année d'après, j'étais assistant dans ce pôle espoir. Donc En effet, l'année d'après, j'entraînais des joueurs à qui j'avais joué l'année d'avant, avec le décalage des années. en effet, c'est bien prématuré. D'accord, ok. Et quelle formation vous avez suivie justement pour devenir coach? Bah, j'ai fait la formation classique qui est un peu différente de celle qui existe actuellement parce que ça allait beaucoup plus vite. Mhm. Mais j'ai passé mes diplômes avec la fédération, donc j'ai passé l'entraîneur région. À l'époque, ça s'appelait comme ça, l'entraîneur région. Après, j'ai passé mon brevet d'État premier degré avec la jeunesse et des sports pour le tronc commun et après avec la fédération pour la partie spécifique basket. Et j'ai fait la même chose pour mon BE2, qui est maintenant le diplôme professionnel de basketball. On appelle ça comme ça, je crois maintenant. Je connais pas trop les termes modernes et actualisés. Ouais, Euh, effectivement. voilà, alors c'était sur un examen, c'était pas en contrôle continu, c'était sur un examen pour la partie basket. Donc j'ai le plus haut diplôme avec les équivalences requis en France, tout simplement. Très bien. Donc, et aujourd'hui, vous êtes coach principal d'une équipe en Écosse. On va revenir dessus. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe une journée type d'entraîneur hors jour de match parce que c'est assez particulier, j'imagine. Alors c'est suivant les entraîneurs, je pense. Oui. Les finalités, suivant si vous avez un gros staff ou pas de gros staff. Moi j'aime bien, je travaille beaucoup en fait, je regarde beaucoup, j'analyse beaucoup les vidéos. Mhm. Si je reprends le cas de Glasgow, j'avais la chance de pouvoir filmer mes entraînements. Donc j'analysais mes entraînements, les attitudes et les choses que je devais changer ou adapter. Donc généralement j'aime bien entraîner des gros blocs d'entraînement parce que j'ai étudié ça ça vient du football, notamment à l'étranger, où il y a des gros blocs d'entraînement sur une même matinée par exemple. Donc je faisais pour Glasgow, je faisais 2h30 d'entraînement de suite. Après il peut y avoir de la musculation, mais c'était pas moi qui s'en occupais. Donc le matin, j'avais plutôt l'entraînement. Et l'après-midi, j'avais un travail de vidéo, soit sur mon équipe, soit sur des joueurs de mon équipe, en préparation des matchs ou en retour des matchs, ou alors sur le scouting, parce que je suis un fou du scouting, et je regarde beaucoup de scouting. Donc en gros, par jour, je travaillais entre 8 et 10 heures. D'accord, ouais, c'est des grosses journées. Ok. Et le scouting, de toute façon, on va y revenir un peu plus tard. Vous avez, du coup, aujourd'hui, vous êtes coach. Vous avez été aussi assistant coach, mais également scout et directeur de centre d'entraînement. Alors, assistant coach et coach, je pense que tout le monde voit plus ou moins en quoi ça consiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi consistent les métiers de scout et de directeur de centre d'entraînement? Alors le scouting, c'est une passion à la base. Mhm. Après, pendant un certain moment dans ma carrière, je pense que quand on est entraîneur, des fois, on a besoin de souffler. Et même Oui. quand on est assistant, on a besoin de souffler. Donc, pendant un an, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que scout. Donc, simplement, je regardais en rapport avec une agence. Je visualisais essentiellement tout ce qui était D'accord. NCA, un petit peu en Europe, mais l'NCA, parce qu'on pourra en reparler d'ailleurs. Mhm. Et j'évaluais les joueurs en fait pour eux, chose que je fais naturellement moi personnellement. Parce Bien que sûr. je lis beaucoup de joueurs et j'aime bien regarder. J'ai mon listing en fait, et je suis des joueurs sur 3 4 ans, en Europe et aux États-Unis, en NCAA. J'adore faire ça. Après, en termes de directeur de centre de formation, donc le métier de scout, c'est une passion avant d'être un métier. Oui. Pour le directeur de centre de formation, le premier, c'était à Paris, il me semble, au Paris Basket. Après, c'était à Léon Chalon. C'est suivant.
comment est organisé votre centre de formation? À Léon-Chalon, j'ai dû en mettre en place tout un protocole de recrutement, un protocole aussi budgétaire. On a essayé de changer les choses, tout ce qui était dans l'organisation du centre de formation, avec le lycée Milan Gauthier et M. Collin, qui était le responsable du centre de formation et à la fois le proviseur du lycée. À Paris, c'était une autre organisation. Donc, les métiers, c'est pas forcément en premier entraîneur. C'est plutôt tout ce qui est aspect organisationnel ou juridique. À Glasgow, j'étais aussi directeur opération basket. Donc, j'étais Ok. pas head coach, c'est pour ça que mes journées étaient longues. J'étais directeur opération basket, donc je gérais tout ce qui était lié au basket. Et j'avais commencé à développer, avant le virus, euh, tout un réseau de recrutement au sein même de l'Écosse et de l'Angleterre. Et j'avais commencé aussi à essayer de former des entraîneurs pour qu'ils soient mon réseau en définitive. Donc ça, je l'ai Très fait bien, d'accord. et je l'ai fait aussi en France. D'accord. Et ces entraîneurs-là, ils sont principalement basés en Grande-Bretagne? Essentiellement en Écosse. Il y a une D'accord. grande concurrence, l'Angleterre et l'Écosse. Très bien. Politiquement parlant Et et logiquement aussi. je comprends. Donc, vous avez entraîné des femmes et des hommes, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voyez une différence dans l'approche ou dans le style de management? Oui, j'aime bien les deux en fait. C'est ça, Oui. j'aime bien le basket féminin, j'aime le basket masculin. Le basket, par rapport à ma philosophie, je pense que j'ai développé le même basket dans les idées, dans les grandes idées. Après, c'était pas le même modèle de jeu, c'était la même philosophie de jeu, mais pas le même modèle de jeu. Parce que bien sûr, il y a des athlètes hors normes d'un côté, on va dire garçons, et les filles qui viennent de plus en plus athlétiques aussi. Hein, il y a beaucoup d'anciennes de mes joueuses qui jouent en ligue féminine, donc elles vont m'appeler après si je dis l'inverse. Mais c'est un basket qui devient aussi de plus en plus athlétique. Mais toutefois, je trouve que le basket féminin est plus riche techniquement, et plus riche collectivement, surtout à haut niveau, par rapport au basket masculin. Dans le management, euh, les caractères sont différents, les réponses entre filles et garçons, des fois, sont aussi complètement différents, moins instinctifs par moment, plus refoulés par d'autres. Euh, mais en définitive, il suffit de bien analyser les personnalités, que ce soit avec des garçons ou avec des filles, et on arrive à trouver une communication adéquate aux personnalités. Donc c'est pour ça que j'aime D'accord. bien les deux. Il y a des différences, oui, il y a des différences culturelles et aussi de visibilité. Parce que malheureusement, le basket féminin, en général, il est moins visible, il est moins médiatique. Mais en définitive, je pense que d'un point de vue basket, on peut développer des choses communes au niveau du haut niveau. Voilà. Mais moi, mon basket est un basket fait de collectif et de partage. Ok. Et justement, là, vous nous parliez de philosophie de jeu. Est-ce que vous pensez avoir un style de jeu en particulier et est-ce que vous essayez d'instaurer une certaine philosophie quand vous arrivez dans un effectif ou vous vous adaptez à l'effectif? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la philosophie de jeu et le modèle du jeu. C'est deux Mhm. choses différentes. La philosophie, c'est vraiment des grandes lignes. Moi, j'aime le partage de la balle. Je suis un fou de ça. J'aime qu'il y ait beaucoup de mouvements sans ballon, de, de- du jeu à l'opposé, beaucoup de lecture de jeu et d'intelligence. C'est important, le QI basket pour moi, c'est primordial. Euh, et à travers ce QI basket, on revient à la notion de partage et de sacrifice. Et j'ai besoin aussi dans mon basket, beaucoup, et je le répète, beaucoup d'intelligence et de connaissances. Donc tous mes entraînements sont axés là-dessus, sur la compréhension, sur la lecture de jeu, sur le- comment dire, sur la complémentarité des joueurs en fait. Et je ne vais pas imposer à un joueur euh, de jouer du drive tout le temps si c'est pas un bon driver. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lui apprendre à progresser sur ses faiblesses, mais je vais essayer de le mettre dans une situation positive pour qu'il soit performant en fait. Donc ma philosophie au sens large, c'est le partage. Et mon modèle de jeu, c'est j'adapte tout à mes joueurs. D'accord. On m'a posé une question récemment si je développais
plutôt des systèmes de jeu et que les joueurs devaient s'adapter. Non, moi, oui, j'ai des canevas, comme tout le monde, des systèmes de jeu. Mais à l'intérieur de tous mes systèmes de jeu, j'ai beaucoup d'options et j'essaie de mettre beaucoup d'options en fonction des caractéristiques de mes propres joueurs. Mes deux mots numéro 2 ne sont pas pareils. À Glasgow, j'avais un Lituanien et un Américain. Donc, ça n'a rien à voir dans la culture. Et donc, j'ai essayé de les mettre dans mes systèmes de jeu avec leur propre qualité. Donc, des fois, sur les finitions, si c'était avec le joueur lituanien ou si c'était avec l'américain, on n'avait pas les mêmes options à la fin. Euh, et donc, j'essaie d'adapter tous mes entraînements, tous mes systèmes de jeu, défensifs et offensifs, en fonction des qualités des joueurs et en fonction de leurs forces. Je trouve que c'est très intéressant. C'est pour ça que à Glasgow, j'ai fait ça même à outrance et à l'excès presque, je dirais, parce que j'avais pas beaucoup de temps d'entraînement, mais que mes joueurs étaient très très réceptifs à cela. Et donc ça m'a permis d'aller vraiment à l'extrême. Et sur un système de jeu, on peut avoir 12 options. Et les options, c'était en fonction des qualités des joueurs. Donc Ok. j'imposais pas une chose très fermée. C'est très très ouvert. Très très ouvert. J'avais la chance d'avoir un groupe très réceptif et ouais, avec un fort QI basket. Donc mon basket est à la fois, entre guillemets, fermé, mais en définitive, il est très ouvert parce qu'il y a une grande palette de possibilités sur ce que je peux proposer. Et défensivement, c'était pareil. Défensivement, j'avais des principes, mais j'en avais. Au la- le plus simple comme image, c'est la défense sur pick and roll. J'avais 7 possibilités sur pick and roll, 7 options. Et donc, on les adaptait à tous les matchs. Et même au cours des matchs, je pouvais changer d'option. Et les joueurs étaient très réceptifs par rapport à ça. Et j'essaie d'adapter aussi mes choix défensifs par rapport à la qualité de mes joueurs. Je ne peux pas demander la même chose à mon Lituanien qu'à mon joueur américain. Parce qu'en termes de vitesse, en termes de qualité défensive, c'était deux choses différentes. Par contre, pendant les entraînements, on travaillait les faiblesses afin que l'équipe progresse et que les joueurs progressent. C'est ça que j'adapte tout en fait, au quotidien. Et j'ai essayé de jamais faire 2 fois le même exercice au cours de l'année. Très bien. Ok, parfait. Et justement, est-ce que cette philosophie basket, vous la tirez d'un coach? Est-ce que vous avez une inspiration d'un coach quand vous étiez jeune ou quoi que ce soit? Ou c'est tout vous-même, ça vient de vous-même? Non, je pense qu'on se construit avec les échanges, avec les expériences de chacun, avec les rencontres. Euh, Mhm. euh, j'ai la chance d'avoir travaillé avec Jacques Monclar et Greg Bonnier en tant qu'assistant. Ça marque, d'une manière différente les deux. C'est des personnalités aussi différentes. Mais j'ai surtout aussi beaucoup appris avec Bernard Sangouard, qui était l'assistant de Greg, l'assistant historique de Greg Beugnot. J'ai appris avec Michel Véronnet, qui m'a formé au niveau de mes diplômes avec Jeunesse et Sport, qui était l'entraîneur du Espoir Rouen, avec qui j'ai joué étant jeune. Pascal Pisan, qui était sur les équipes de France aussi féminines, et qui vient aussi de mon club de Rouen. Donc on crée des rencontres en fait, et à la fois ben, on essaie d'adapter toutes ces rencontres qu'on a eues au cours de la carrière, on l'adapte à son caractère en fait. Donc j'ai essayé de faire ça. C'est pour ça que récemment on m'a demandé ce qui était si Glasgow m'avait changé. J'ai dit oui, ça m'a changé parce que là-bas j'étais tout seul. Donc j'ai changé les choses grâce à mes joueurs. Et j'ai évolué, j'ai vraiment changé mon management. Il est totalement différent par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé, Mhm. grâce à mes joueurs. Parce qu'en fait, mes assistants, c'était mes joueurs. Et j'avais créé un conseil des sages. J'avais 3 joueurs référencés, conseil des sages, où toutes les semaines on parlait, même des entraînements. Et il me disait, tiens, là-dessus, ça serait bien que tu reviennes, ou adapter les choses, même au niveau stratégique. Je le faisais des fois, enfin, j'ai toujours fait avec quelques joueurs, mais je ne l'avais pas formalisé. Discussion avec Romain Ligotte, par exemple, avec Hugo Soir, des joueurs que j'ai eu longtemps, que j'apprécie énormément comme Romain et Hugo, mais je ne l'avais pas formalisé. Là, je l'ai formalisé avec un conseil qui était officiel, qui était dit à l'équipe. Voilà, j'avais le conseil des sages. Donc, j'ai évolué là, dans ce sens, en termes de management, et du coup, ça m'a fait évoluer aussi dans mon basket et dans mon approche de l'entraînement et de la performance. J'imagine, d'accord. Et justement, vous nous parliez là de vos expériences passées. Vous avez eu la chance de coacher en Pro B et en Pro A. Est-ce que, alors on a eu Gary Florimond la semaine dernière qui nous a donné un peu son point de vue là-dessus. Je vais vous demander si vous voyez une grosse différence entre les deux championnats et s'il y a une grosse différence de niveau. Alors, j'ai pas été coach en Pro A, j'étais assistant, Oui. mais bon, j'étais au quotidien avec des joueurs de ce niveau.
Depuis, il y a une évolution réelle. Elle est réglementaire déjà, parce que le nombre d'étrangers n'est pas le même. Entre la Pro A et la Pro B, elle est réglementaire aussi, parce que le nombre de joueurs étrangers n'est pas le même, le nombre d'Américains n'est pas le même non plus. Les obligations d'avoir soit un centre de formation, soit d'avoir des moins de 23 ans en Pro B, ça n'existe pas. Enfin, existe parce qu'en Pro A, il faut un centre de formation. Donc, il y a déjà des différences réglementaires qui jouent automatiquement sur les différences de niveau de jeu. C'est logique. Euh, Moi, je pense que le, le basket moderne français, en l'occurrence, puisque c'est la question, la différence entre la première et la deuxième division, elle vient du fait qu'il y a plus d'étrangers dans une division que dans l'autre. Donc il y a moins de joueurs français D'accord. sur le terrain. Mhm. Ça ne veut pas dire que les joueurs français ne sont pas bons. On voit actuellement, dans cette période, qu'il y a beaucoup de joueurs de Pro B qui signent en Pro A. Mhm. Ouais, est-ce que c'est parce qu'ils sont bons ou est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas chers? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la différence, c'est que il me semble qu'il y a une recherche vraiment de la performance des joueurs de manière individuelle, euh, dans le scoring notamment, en Pro A. Et on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualités offensives en Pro A. Et en Pro B, on essaye d'axer ça sur des vraies qualités athlétiques, à outrance, pour certaines, avec un basket beaucoup plus petit et beaucoup plus rapide. Euh, des fois, ça ressemble un peu à la BBL, je peux y revenir. Là où il y a vraiment beaucoup de courses. En Pro A, c'est pas tout le temps le cas. Alors, c'est peut-être lié à des coachs étrangers qui sont arrivés en Pro A, et beaucoup plus qu'en Pro B. Voilà, c'est ça la différence. Après, honnêtement, je pense que si on met le même nombre d'étrangers dans les deux divisions, on s'aperçoit que c'est à peu près le même niveau. Et ouais, bien sûr. Ok. Et question toute simple, pourquoi vous êtes expatrié en fait? Pourquoi vous êtes parti en Écosse à Glasgow après votre parcours en France? Parce que l'ancien general manager est un ami depuis longtemps. Ouais. Parce qu'à Glasgow, j'ai eu des joueurs, notamment Gareth Murray, que j'ai eu à Angers, Mhm. qui est un joueur écossais qui joue aussi pour l'équipe nationale de Grande-Bretagne, qui joue aussi pour l'équipe nationale écossaise. Là-bas, il faut comprendre toutes les subtilités. Et Gareth a joué à Glasgow, maintenant il a fait 12 ans, avec une petite intermède. Donc le general manager, je le connais depuis longtemps. Là-bas, c'est des franchises. Donc le club, il y a 3 ans, a été racheté par un propriétaire. Ce propriétaire ne vient pas du monde du basket, même pas du monde du sport à l'origine. Il vient de l'informatique. Donc il a demandé à son general manager des choix de coach. Donc j'ai fait une interview avec eux. Il a préféré prendre un coach anglais, croyant que ça allait être mieux. En fin de compte, il a viré au bout de 3 mois, donc ça n'a pas été le cas. Il m'a rappelé l'an dernier, au mois de février, parce qu'on est devenus amis. Donc il m'a rappelé pour savoir si je pouvais venir le dépanner pour les 2 derniers mois qui restaient de championnat. Puis après, au bout d'un mois, il m'a proposé de signer 2 ans. Et moi, j'aime bien découvrir des différentes cultures. Alors, c'est pas lié au sport en général. C'est moi, personnellement, ma recherche personnelle. Plus pour m'en dire au basket, j'ai été formé quand j'étais jeune par un Rocky Radonkovic, un ancien joueur d'équipe nationale yougoslave, de l'ex-Yougoslavie, qui a joué au CSP Limoges, qui est de ma ville, Dieppe. J'ai été formé par Mansour Diane, qui est un international sénégalais. Donc j'ai toujours été, j'ai toujours eu cette vision d'aller voir ailleurs en définitive, et d'aller voir ailleurs culturellement avant tout. Et là, j'ai eu cette occasion d'aller voir l'état d'esprit des Écossais qui est extraordinaire. Et donc, il fallait saisir l'occasion. Puis, c'est bien de rencontrer d'autres civilisations, d'autres cultures, et ça permet de progresser. Voilà, donc j'ai sauté le pas. Puis il n'y a pas beaucoup de coachs qui vont à l'étranger, de coachs français qui vont à l'étranger. Donc c'était une bonne opportunité de le faire. D'accord. Et justement, ce championnat britannique, en France, il est assez méconnu d'une manière générale. Vous faisiez tout à l'heure les différences entre la Pro et la Pro B. Comment est-ce que vous distinguez le basket britannique et le basket français, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément?
Alors, faut savoir que c'est le deuxième sport le plus pratiqué en Grande-Bretagne, notamment sur la catégorie jeune. Mhm. Et c'est le sport, je crois que sur ces catégories de jeunes, il y a plus de 40% qui sont issus de basket féminin. Donc, ce sont des filles. Donc, c'est un sport qui est très, très développé en définitive en termes de pratique en Grande-Bretagne dans son ensemble. Il faut savoir aussi qu'en Europe, la Grande-Bretagne est le pays qui vend de plus, enfin vendre c'est un mot, de League Pass pour la NBA. Ouais. Et aussi, il y a une très grande proximité entre la NCAA et la NBA avec le basket de Grande-Bretagne. Nick Nurse, qui est le champion NBA avec Toronto, a été champion de la BBL. Le general manager de Toronto est un ancien joueur de la BBL. Le directeur de la J-League est un Anglais. C'est Bob Mondu qui a joué en France à Villeurbanne. Le directeur commercial de la J-League, qui est proche de la NBA, est un ancien joueur aussi de la BBL. Et je ne cite pas tous les entraîneurs. Il y a un entraîneur de la J-League, c'est quelle équipe? Je crois que c'est, je ne sais plus l'équipe de Cleveland en J-League. Mhm. C'est un Anglais en fait, un entraîneur principal en J-League. D'accord. Donc il y a beaucoup d'échanges avec les États-Unis. Donc le basket américain, le basket de Grande-Bretagne est très proche des États-Unis. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il s'isole un petit peu par rapport au reste de l'Europe. Mais dans le même temps, il y a beaucoup de joueurs, parce qu'ils sont d'avance, ces Espagnols, il y a beaucoup de jeunes joueurs anglais de Grande-Bretagne qui signent en Espagne, dans les divisions inférieures et même dans les ligues, les équipes d'ACB recrutent en Angleterre. Valencia fait un camp tous les ans en Angleterre, un camp d'été, tous les ans, pour venir chercher ces jeunes joueurs-là en fait. D'accord. Donc enfin, l'Espagne a toujours été en avance en termes de recrutement de jeunes joueurs, ça se voit, c'est flagrant avec les joueurs sénégalais notamment, et les Italiens, mais ils le font aussi avec les Anglais. Donc le sport en Angleterre est peut-être méconnu dans les pays européens, mais il n'est pas méconnu de tous, et il n'est pas du tout méconnu des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la BBL a un problème structurel. L'organisation du sport, il n'y a pas d'argent donné par le ministère des Sports pour le basket, ou très très peu. C'est pour ça que l'équipe nationale galère, c'est de dire, galère vraiment, rien que pour payer des hôtels. J'ai manqué d'être coach des moins de 20 ans de l'équipe nationale de Grande-Bretagne. Ça ne s'est pas fait. Alors moi, je ne demandais pas d'argent. Mais Mhm. mon propriétaire de Glasgow demandait de l'argent à la fédération. Et la fédération n'a pas d'argent. Donc j'étais D'accord. parce qu'il y avait un désaccord entre mon propriétaire et JB Team financier. Moi, j'étais prêt à y aller. Euh, L'équipe féminine, qui a fait des bons résultats au championnat d'Europe, allait peut-être, même si elle se qualifiait pour les JO, c'était même pas sûr qu'elle puisse aller aux JO. Vous allez arriver à la fin, mais en galérant, parce qu'il n'y a pas de moyens financiers pour simplement aller là-bas. Et je ne Ok. parle pas de pouvoir s'entraîner avant. Parce que les camps d'entraînement, c'est aussi c'est pas d'argent. Et dans le même temps, on a vu que l'équipe nationale anglaise, chez les garçons, dans la première fenêtre internationale, ils ont battu l'Allemagne. Bon, après, ils vont jouer l'équipe de France cette année, au mois de novembre, enfin, si tout rentre en ordre, et au mois de février. Donc, l'équipe de Grande-Bretagne, elle n'est pas au complet parce que certains joueurs refusent de venir en équipe nationale, parce qu'ils savent que Mhm. c'est difficile, que des fois, il faut payer son hôtel, ses repas, euh, a un gros vivier et un gros potentiel. Mais l'organisation même des structures, il n'y a pas de moyens financiers. Et ça se ressent dans les clubs. Ça se ressent dans les clubs. Je vais prendre l'exemple de Glasgow, mais c'est le cas de tout le monde. Euh, on- quand on va en déplacement, on est en première division. Alors Glasgow, en plus, c'est loin de tout. On se déplace le jour même. D'accord. On peut aller jouer à Leicester, partir le matin à 10h, arriver à 18h, 18h30, jouer à 19h30 et rentrer dans la nuit. Donc on a fait entre 15 et 17 heures de route en une journée. Mais les repas ne sont pas payés par le club. C'est les joueurs qui payent. Donc on s'arrête 45 minutes pour manger. Le retour après le match, on trouve une pizzeria, puis on s'achète la pizza.
par exemple, ou autre chose, KFC, n'importe quoi, on mange dans le bus et on revient. Ça, c'est la réalité de la majorité des clubs, de 95% des clubs, en BBL. C'est pour ça que le problème de la BBL, elle est structurelle, vraiment structurelle. Vince McCauley, qui doit être coach de London Lions depuis à peu près 30 ans, il l'a très bien dit, il dit j'ai des joueurs qui gagneraient plus s'ils avaient un- un job normal, comme, je sais pas, serveur de restaurant. Il a raison. Il y a des joueurs qui ne gagnent rien. Puis à côté, il y a des joueurs qui gagnent 6 000 livres, 6 500 livres. Et ça, c'est dans la même équipe. Mais c'est des joueurs professionnels, tous. Ils s'entraînent de la même manière, tous. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème structurel en BBL. Par contre, le niveau de jeu, sur le top 4, top 5, ça dépend des années, c'est niveau Pro B. C'est un D'accord. niveau Pro B. Mais c'est pas tout à fait le même jeu, mais c'est un niveau Pro B. C'est ça le vrai paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'il y a un vrai potentiel. Il y a vraiment des joueurs de très bon niveau. Pas tous, mais il y a des joueurs de très bon niveau. Par contre, tous les joueurs ne peuvent pas s'adapter à un jeu européen. Il y en a qui ne pourront pas s'adapter à un jeu européen. Parce que la structure d'entraînement ne leur permet pas d'apprendre le jeu à l'européenne. C'est un jeu très américanisé. Donc il y a beaucoup de lois contraintes. Alors moi, je ne développais pas ça avec Glasgow. On a un jeu très collectif. On n'avait pas les meilleurs joueurs, mais on avait un jeu très très collectif. C'est pour ça qu'on est le premier du championnat, avec la meilleure défense, avec 3 défaites dans le championnat pour tout et pour tout. Et collectivement, on était l'équipe qui avait le meilleur ratio balles perdues, passes décisives et le plus fort pourcentage au tir, parce qu'on développait un fort jeu de passe, ce qui n'est pas le cas dans les autres équipes. Voilà. Donc, mais les joueurs ont un vrai potentiel. Déjà, ils ont un vrai potentiel athlétique, parce qu'ils viennent des quartiers, et dans les quartiers en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de joueurs qui sont d'origine africaine ou jamaïcaine, ou dans le Commonwealth. Donc il y a un vrai potentiel, un peu comme la France, avec les. Regardez l'équipe de jeunes de moins de 20 ans ou moins de 18 ans de la BBL, on pourrait penser que c'est l'équipe de France. Quand on les voit s'échauffer, on pourrait dire ah, c'est l'équipe de France, c'est les mêmes profils. C'est pas le même basket, mais c'est les mêmes profils. D'accord. Ok. Et justement, est-ce que vous avez déjà pu vous faire une idée que pour avoir le Brexit sur votre Alors, c'est un peu lagué, mais j'ai entendu la question. Le Brexit, sur l'impact du Brexit, sur mon équipe, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça sera sur toutes les équipes. Mais plus particulièrement sur les équipes qui n'ont pas de salles, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de salles, ou qui ne sont pas dans des très très grosses villes comme Londres, en gros, comme Londres. Moi, personnellement, sur Glasgow, avant le virus, il y avait déjà une perte de 150 000 livres. Mon budget est d'à peu près 500-550 000 livres. Donc déjà, il y avait une bonne partie qui était râpée là. Ça s'est accentué avec le virus, parce que là, on m'a annoncé que dans les chiffres les plus optimistes, ça allait être la moitié du budget. Mais il y a un gros impact en fait, parce que les joueurs sont semi-pro. Parce qu'il y a plein de community work. L'après-midi, nos joueurs professionnels doivent faire entre 10 et 15 heures de travail communautaire avec les écoles, toutes les semaines, de janvier D'accord. à mars. Donc c'est des semi-pros pour moi. Imaginez de dire à des joueurs de pro, toutes les après-midi, pendant 3 heures, tu vas aller dans les écoles pour parler du sport, parler du bienfait du sport, parler des méfaits de la cigarette, de l'alcool, ou faire des petites annulations de basket. Et ça, toutes les semaines. Je ne suis pas sûr que les joueurs soient très contents. Je suis assez d'accord. Ça, c'est du vécu. Donc, par contre, en Angleterre, toutes les équipes le font, ça. Donc, la majorité des clubs s'entraînent le matin pour permettre ça. Et cette somme d'argent qu'on récoltait, elle venait essentiellement de subventions liées à l'Europe. Donc, avec le Brexit, il n'y aura plus ces subventions-là. Et sur la ville de Glasgow, ils arrêtent ce programme, qui s'appelle l'SSF. Ils arrêtent ce programme à partir de là, fin mars. Donc, ils viennent juste de l'arrêter, parce qu'il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'argent.
Donc D'accord. le Brexit, déjà, va faire perdre beaucoup d'argent à beaucoup d'équipes, déjà. Et après, il y a le virus. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'on ne sait même pas si la BBL, la structure de la BBL, comme la LNB, va encore exister l'année prochaine. On ne sait même pas. À ce point-là. Oui, parce qu'on devait faire la finale des playoffs Mhm. à Londres. Donc, ils avaient déjà vendu 20 000 places et on ne va pas pouvoir la faire. C'était prévu le 17 mai. Et on ne va pas la faire. Et donc, ils vont perdre beaucoup d'argent, beaucoup de rentrées d'argent qui permettaient l'organisation de la BBL et structurellement parlant. Et dans le même cas, bien sûr, les clubs perdent beaucoup d'argent, comme tous les clubs en France aussi, pour la billetterie et les sponsors. Donc même la structure BBL est en grand danger. Et c'est pas le même budget qu'en LNB. Le budget de la structure BBL, c'est 1,5 million livres à peu près, maximum, même 1,2 million. Et il- je pense qu'année prochaine, la BBL veut demander que le gouvernement de Grande-Bretagne leur donne cet argent. Vu l'argent qu'ils donnent au basket en général, je ne suis pas sûr que ça soit la réalité à la fin. Donc, J'imagine. l'impact du Brexit et du Covid est désastreux pour les structures du basket en Grande-Bretagne. Il n'y a pas que le basket, hein, même le rugby, hein. Ouais, j'imagine tous les sports de toute façon doivent être Le, impactés. le foot va être impacté, mais ça va aller. Mais Oui, évidemment. le rugby, qui est quand même un sport dit phare en Grande-Bretagne, est très très impacté aussi. D'accord. Pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus gai, tout à l'heure, vous nous parliez des recrutements que vous faisiez, enfin, du scouting que vous faisiez. Est-ce que pour Glasgow, vous concentrez vos recrutements principalement sur la Grande-Bretagne ou est-ce que vous regardez vraiment partout? Vous avez donné déjà une moitié de réponse tout à l'heure. Alors, on a le droit à 5 étrangers en BBL. Mhm. On a le droit, dans ces 5 étrangers, avant avant l'année prochaine, donc pour cette année, c'est la dernière fois, mais avant le Brexit, on avait le droit à 3 visas. Essentiellement, les 3 visas, c'est des joueurs américains. Donc après, on avait le droit à 2 non-visas, donc des joueurs européens. Mhm. Voilà, ça c'était le maximum. Moi, mon recrutement sur Glasgow, j'ai recruté les meilleurs joueurs écossais. Donc Gareth Murray, Ali Fraser, Johnny Williams et un jeune joueur qui est Malcolm Fraser. Et après, je suis allé chercher, j'ai scouté. Je suis allé chercher dans des clubs que je connaissais, autour de Glasgow, à 1 heure de route à peu près, les meilleurs jeunes écossais. Donc j'ai recruté D'accord. les meilleurs jeunes du moins de, des U16 et des U18, parce qu'il avait 16 ans, mais j'ai eu aussi en U18 de l'équipe nationale d'Écosse. Parce qu'à cet âge-là, il n'y a pas encore l'équipe nationale de Grande-Bretagne. Et donc je l'ai fait jouer à 16 ans, je l'ai fait jouer en BBL. J'en ai fait jouer un autre qui avait 17 ans, un autre de 18 ans, un autre de 20 ans. Et donc mon recrutement des joueurs locaux, c'était vraiment locaux, des Écossais. Après, j'ai beaucoup scouté pour recruter des joueurs hors Écosse. J'ai regardé les Anglais, Mhm. mais stratégiquement, c'était mieux pour moi de recruter des jeunes joueurs écossais que d'aller chercher des jeunes joueurs de Grande-Bretagne, donc anglais essentiellement, parce que après il y a une notion stratégique quand on recrute. Et je voulais aussi personnellement développer le basket écossais et développer les jeunes écossais, et leur montrer autre chose. C'était aussi une volonté de scouting pour le futur. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de très bons joueurs à l'image de la France, hein, Pro A, Pro B, hein, en Écosse. Mais Mhm. il y a un vrai potentiel. Par contre. Il y a vraiment un vrai potentiel. C'est des joueurs qui sont très très intelligents. Ils ont moins de qualité athlétique, mais ils sont très intelligents. Et je ne parle même pas du potentiel en Grande-Bretagne qui sont là d'un point de vue athlétique vraiment hors norme comme ceux de la France. Et donc je scoute mes joueurs à peu près quand c'est des joueurs américains sur une période de 2 à 4 ans, je les suis en fait. Voilà. Donc pour le recrutement de Glasgow, j'ai gardé mon lituanien. J'adore le basket lituanien que j'avais l'an dernier, donc Tadas, Inkonas. J'ai fait venir Maxime Jouet-Balak, un joueur français que j'avais donné son premier contrat pro à Angers. Donc j'ai fait venir Maxime parce qu'il voulait aller à l'université et apprendre à parler couramment anglais. Donc j'avais cette opportunité-là de lui proposer. J'ai gardé mon Greg Prior que j'avais fait signer à Tarbes à 21 ans en rookie, que j'avais aidé à Glasgow à recruter. Donc quand j'y suis retourné, ben, je l'ai retrouvé, donc je l'ai gardé.
Et après, j'ai recruté 2 joueurs américains, et ça, c'est pas mon réseau personnel. Réseau de joueurs, réseau de coachs. Voilà comment. Mais je scoute dans le monde entier. Ouais. Très bien. Et pour finir là-dessus, lorsqu'on va à l'étranger, la chance que l'on a, Mhm. c'est qu'on n'a pas d'obligation de passer par des agents locaux, contrairement à la réglementation française. Donc, on peut discuter avec des agents argentins en direct, on peut recruter ces joueurs en direct, bien sûr américains, enfin de tous les pays du monde. Alors, c'est une grande chance. Après, c'est très fatigant parce que ça veut dire aussi qu'on a beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup de mails, mais ça a augmenté mon réseau, qui est vraiment, je pense, très élargi maintenant, mon réseau de recrutement. Et ça m'a permis de. J'ai testé un joueur iranien cette année. Il a fait la Ok. préparation avec nous. Voilà. Un international iranien. Ça s'est pas fait parce que c'est un problème de visa et pas un problème de niveau. Voilà, je l'ai eu par un agent iranien, en fait. Je ne sais même pas s'il est officiellement agent en définitive. C'est un contact. Hein. Donc voilà, et c'est ça la force qu'on va à l'étranger. Je pense que c'est on élargit son réseau et ses connaissances au-delà du propre pays qui était la Grande-Bretagne et l'Écosse. Et là-dessus, ça m'a ouvert beaucoup de frontières sur mon réseau de recrutement. J'imagine que ça change pas mal de choses par rapport à la France qui est restreint du coup avec les agents. Ben, on passe par des agents français qui, eux, ont des contacts. Les contacts, ça se trouve avec Oui, les mêmes que bien j'ai, sûr. c'est même sûr. Mais là, la discussion est différente, en fait, parce qu'elle est en direct. Après, paradoxalement, j'ai recruté un Américain avec un agent français. Hein. Parce Oui, que ce joueur américain, il me convenait, en fait. Voilà, tout simplement. d'accord. Et vous avez connu tous les championnats, que ce soit en coach ou en assistant coach de National 2 à Pro A. Vous avez parfois accepté de redescendre à d'autres championnats. D'autres coachs n'acceptent pas forcément d'avoir une progression qui est, on va dire, non constante, si je peux me permettre. Comment ça se fait que vous l'avez accepté, ça? Après, il y a des concours de circonstances, Mhm. ça arrive. Après, je fonctionne vraiment au feeling. J'ai besoin de bien me sentir, et bien de sentir les personnes et les interlocuteurs au quotidien avec qui on va travailler. C'est important pour moi. Donc, il y a euh, des circonstances, le feeling, puis après, dans les circonstances ou un truc, au troisième point, il y a aussi l'aspect familial. Des fois, j'ai fait des choix parce que ma femme m'a suivi, et des fois, notamment après Léon Chalon, je suis retourné sur Paris parce que c'était important aussi pour elle de peut-être de retourner sur Paris. Donc il y a des choix de vie, il y a des choix de famille, il y a des choix non choisis, entre guillemets. Puis il y a le feeling, quoi. Le feeling pour moi est important. J'ai besoin de bien me sentir et d'avoir ce feeling. Je pense que c'est important pour tout le monde. Et ça sera le plus important à mon avis parce que ce que j'ai découvert en Écosse, ou redécouvert, c'est cette passion. Voilà, cette passion. C'est pas une image de dire que les Écossais ont cette passion du sport et ce côté un peu guerrier. C'est vraiment pas une image, c'est une réalité. Et j'en parlais avec Maxime Ebala, mon joueur français. Je lui ai dit, tu verras, tu seras étonné, on en reparlera. Et au bout d'une semaine, il m'a dit, mais Vincent, c'est pas possible. Il m'a dit, c'est incroyable, c'est cette passion au quotidien, cette envie de donner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Les joueurs écossais l'ont naturellement, donc ils ont peut-être moins de qualité. Mais j'ai redécouvert cette passion et j'en ai discuté avec un coach, je ne dirai pas son nom, qui est en LNB cette année. Il m'a dit oui, en ce moment, on a l'impression que ça manque un petit peu en France. Alors, moi, je ne le sais pas, je ne peux pas le savoir parce que j'y suis plus. Mais en tout cas, en Écosse, il y a vraiment cette passion et même dans tous les clubs anglais, on reçoit cette passion. Et on le reçoit au quotidien avec les joueurs. J'imagine que c'est super important. Enfin, c'est positif pour tout, de toute façon. Tout à fait. C'est pour ça que ma carrière a été pas linéaire, mais j'ai besoin de ce feeling et de sentir cette passion des fois à un moment donné. C'est compréhensible. Je dirais que je suis pas très politique. D'accord. C'est un gros défaut, apparemment. Je ne dirais pas qui me l'a dit, mais c'est un gros défaut. Écoutez, chacun sent comme il le ressent, hein, de toute façon. Hein. Tout à fait. Ici. Comment, alors, désolé, ça a un peu bugué. Je couperai ça. Alors,
Comment voyez-vous votre avenir dans le futur proche ou plus ou moins proche? Vous avez effectué toutes vos classes en France, comme je le disais, avant de partir pour l'Écosse. Est-ce que l'étape suivante, que ce soit tout de suite ou dans longtemps, ça pourrait être les États-Unis ou vous préférez vraiment vous concentrer sur l'Europe? Alors déjà, officiellement, je suis sous contrat avec Glasgow. D'accord. Ça, c'est l'officiel. Mon propriétaire, Duncan Smiley, m'a dit, écoute, je suis pas sûr d'avoir encore une équipe professionnelle l'année prochaine. Il a été très clair. Il va tout faire pour, mais honnêtement, j'ai encore discuté hier avec mon administrateur. Ça va être très compliqué. Donc, je ne sais pas si mon contrat sera encore valide. Euh, bon, après, les discussions est vraiment franche avec mon propriétaire, mon administrateur. En ce qui concerne les États-Unis, j'ai refusé déjà il y a. Alors, c'est simple, j'ai calculé l'âge de mon premier fils. Mon premier fils a 14 ans, donc j'ai refusé il y a 14 ans. J'avais une proposition d'une grosse école NCAA de première division, une Major League, pour rentrer dans le staff, et notamment plus ce qui concernait le recrutement. Ça s'est pas fait parce que mon fils devait naître au mois d'août. Il fallait que je parte et ma femme était enceinte. Voilà, ça s'est pas fait. Chose que j'aurais bien voulu faire. Après, j'ai eu d'autres discussions avec des équipes NCAA pour intégrer le staff. Ça s'est pas fait parce que il y a des moments dans la vie, ça peut pas se faire. À chaque fois, c'est tombé au moment que c'était pas le bon momentum de dire oui, de carrière ou familial. Ben non, je pense que mon avenir, honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas de plan de carrière. Ça revient à la question précédente. Euh, D'accord, exactement. j'aimerais bien revenir en France, avoir un projet. J'adore la formation de jeunes, j'aime bien donner leur chance. Quand vous êtes capable de donner la chance à un joueur de 16 ans écossais qui n'est jamais parti de son pays, en première division écossaise, qui est le plus jeune joueur joué à avoir joué en BBL, et avoir en plus marqué des points, il a eu la chance de marquer des points. Voilà, j'aimerais bien continuer à faire ça dans le contexte français. Je pense en plus surtout que dans les années futures, il va falloir se réinventer en termes de recrutement. J'ai élargi mon réseau pour ça. Et en termes de construction d'équipe, peut-être voir des choses différentes. Sur les échos que j'ai avec des discussions de diverses personnes, ça se fait actuellement pour le futur. Contraint et forcé, je ne sais pas, mais ça se fait. Voilà, j'aimerais bien retrouver ça. Après, si j'ai eu des demandes d'équipes en première division à l'étranger récemment. Par contre, j'avais des doutes en termes de possibilités structurelles pour pouvoir développer des choses sûres en termes de basket et d'entraînement. Donc j'ai refusé. Euh, voilà, donc l'avenir, je ne sais pas. Tout est ouvert. Mais j'aimerais bien avoir la chance de faire un projet comme j'ai pu commencer à mettre en place. Parce que si j'ai bien compris mon propriétaire, ça va plus pouvoir être dans la durée maintenant avec Glasgow, en fait. Voilà. J'aimerais bien retrouver ça, quoi. D'accord. Ok. Et pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans une carrière d'entraîneur éventuelle, est-ce que vous auriez des conseils à donner? Trois conseils, très très simples. Il faut travailler beaucoup. Il ne faut pas penser que le sport est facile. Le sport est un métier très difficile. Et donc, il faut travailler énormément. Et, il faut être passionné. Je pense que même dans tous les. Ça, c'est pas que le basket, hein. Dans la vie de tous les jours, il faut montrer de cette passion et cette notion de travail. Moi, c'est des choses qui me parlent. Alors, peut-être parce que j'adore, je travaille beaucoup, j'adore cet aspect-là. Et après, le troisième point, il faut faire des sacrifices. Il y a beaucoup, beaucoup de sacrifices. Travail, passion et sacrifice, il y a beaucoup de ça. Donc, et, euh, et ça, sans ces trois notions-là, à mon avis, ça sera difficile de même de, de prétendre à pouvoir faire une carrière et de gagner de l'argent encore moins. Voilà, ça va être, faut pas que ça soit perçu de manière négative, hein. Je préfère être réaliste en définitive. C'est comme avec un joueur. Le joueur, on va le faire travailler pour l'amener à ses rêves. Alors, si c'est l'NBA, c'est l'NBA, mais je ne sais pas si à la fin son rêve sera réalisé. Je le souhaite pour lui. À l'entraînement, l'entraîneur, c'est pareil. Le jeune entraîneur a des rêves. Et je souhaite, donc ça c'est une notion de passion, donc je souhaite que ça se réalise. Mais malheureusement, on ne sait pas la réalité à la fin.
Mais c'est pas parce qu'on entraîne à un niveau inférieur qu'on n'est pas travailleur passionné et qu'on n'a pas cette notion de sacrifice pour les autres. Ça, c'est le potentiel qui. Voilà, on peut avoir un potentiel départemental, régional, national ou international. C'est notre potentiel. Mais en fait, en définitive, les caractéristiques sont les mêmes, même si on entraîne en départemental. Il y a des joueurs qui sont toujours restés à un niveau départemental, mais ils ont cette passion, qui sont très travailleurs. Ils ont dû faire des sacrifices au cours de leur vie, au cours de leur carrière, pour être là où ils sont. Et je suis sûr qu'ils s'éclatent au quotidien. Donc voilà, il faut vraiment différencier le niveau d'entraînement et la notion d'entraîneur. C'est deux choses différentes. Et après, c'est les plans de carrière et la carrière. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie encore pour votre temps et j'espère pour vous que la situation va s'arranger à Glasgow. Bah, à Glasgow, on verra. Ça va s'arranger pour tout le monde, je le souhaite aussi. Voilà, donc je voudrais te remercier pour avoir m'avoir demandé cette interview. Et je Merci. souhaite à tous beaucoup de passion et un bon fin de confinement en espérant que ça se finisse. Mais comme ils disent en Angleterre, stay safe and stay home.